sommes un cabinet donc de pluridisciplinaire avec donc des économistes, des spécialistes de gestion, des sociologues, des spécialistes du travail également, parce que nous intervenons pas mal sur la question du travail. Et effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur les problématiques de mobilité, de transport, le transport ferroviaire, mais également le transport urbain. Pour ne pas être trop long et laisser le maximum de place au débat, je voudrais me contenter de rester sur 4 enjeux qui nous semblent être de premier plan pour aborder la problématique de l'amélioration des transports. Le premier enjeu est un enjeu de service public. Service public parce que la problématique de l'aménagement du territoire est une responsabilité régalienne de l'État et des institutions publiques, des différentes collectivités publiques. C'est un problème de moyens pour agir sur les déséquilibres territoriaux et donc de favoriser les rééquilibrages lorsqu'il y en a besoin, et nous verrons qu'on est dans une région qui est particulièrement touchée par ces problématiques de déséquilibre territoriaux. Mais également pour répondre aux besoins des populations et des entreprises. C'est évident que la question du transport est une question centrale qui va permettre d'organiser toute la vie sociale. D'ailleurs, un des interviewés, vous le citiez tout à l'heure, parlait de la possibilité d'avoir une vie sociale. C'est évident que la problématique des transports doit servir les individus comme les entreprises dans ce sens. Le troisième élément que je voudrais aborder, c'est que nous avons en France une particularité un peu surprenante, c'est que les principaux acteurs en tant qu'entreprise qui exploitent les réseaux de transport public sont 3 groupes de taille multinationale publique et qui se font la concurrence. Le groupe SNCF, le groupe RATP et le groupe de la Caisse des dépôts et consignations, Transdev, qui sont à majorité de capitaux publics. Alors, on est dans un pays qui manque d'argent pour tout. On n'arrête pas d'entendre parler du fait il faut lutter contre les gaspillages et faire des économies. Et on a, de ce point de vue-là, une situation complètement anachronique où on a 3 entreprises de très grosse taille et de poids importants et avec beaucoup de compétences. Je ne veux surtout pas attaquer les entreprises en tant que telles. Mais de notre point de vue, ça paraît un anachronisme totalement complexe qui ne permet pas de comprendre pourquoi l'État organise et favorise cette situation-là. Le deuxième enjeu que je voudrais mettre en évidence, c'est donc un enjeu de rééquilibrage des territoires. Et je vais vous montrer donc quelques cartes très rapidement. Qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc ici, vous avez 3 cartes de la région centre, puisque l'agglomération de Montargis appartient à la région centre, et on a la particularité du fait que la région de Montargis, elle est, je dirais, un petit peu plus attirée par la région parisienne que par la région de Tours et de l'axe, ce qu'on appelle l'axe ligérien, c'est-à-dire la Loire, donc entre Tours et Orléans. Donc lorsqu'on regarde ces 3 cartes, on voit que cette région, elle a beaucoup d'inégalités et que la région de Montargis se trouve au cœur de ces inégalités. La première inégalité est une égalité de revenus des populations, dans la mesure où les 2 régions qui concentrent les revenus les plus élevés, c'est l'ouest et le nord, l'extrême nord de la région. Mais que la région de Montargis fait partie des régions où il y a les plus faibles revenus dans la région. La deuxième carte, justement, elle montre les disparités de revenus, et on voit bien que la région de Montargis, ici, concentre les revenus parmi les plus bas au niveau de la région. Et la troisième carte montre les disparités au niveau de l'emploi. Et là aussi, on voit... excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste de... voilà. Donc ici, c'est la disparité au niveau de l'emploi. Bon, en fait, la couleur plus c'est foncé, moins il y a de difficultés d'emploi, plus le taux de chômage est faible. Et on voit bien que le sud de la région, tout comme la région de Montargis,
c'est là où se concentrent les plus grosses difficultés d'emploi. Donc on dit on a une région dont les inégalités territoriales se rencontrent et s'additionnent, et la région de Montargis est au cœur, je dirais, de tous les inconvénients cumulés de l'ensemble de ces trois sujets. Le dernier élément de carte que je voudrais montrer, qui illustre bien ce que je disais sur le fait que Montargis se trouve, enfin l'agglomération de Montargis se trouve beaucoup plus dans une attraction au niveau de la région parisienne qu'au niveau de la région de Tours, c'est le réseau ferroviaire donc à la fois de Paris et de la région de Tours. Et bon, on a un réseau ferroviaire national qui lui aussi est en étoile, qui est très centralisé. Bon, ça c'est l'histoire sur Paris. Et on a trois axes qui traversent cette région. Donc l'axe à partir de la gare de Lyon, donc sur Montargis, l'axe à partir de la gare d'Austerlitz qui va sur Orléans, et l'axe à partir de la gare de Montparnasse qui va sur la région Aquitaine et qui passe par Tours. Et bon, il y a des liaisons entre Tours et Orléans, mais il n'y a plus de liaison depuis 1969 que je crois la liaison ferroviaire Montargis-Orléans a été fermée au trafic voyageur, et depuis 2012 il n'y a plus aucune exploitation. Il y a même une partie petite, mais une partie qui a été déférée depuis, donc qui montre bien qu'il y a une problématique à ce niveau, d'où tous les problèmes qui ont été énoncés, en particulier de tarifs et de difficultés d'articulation multimodale dans la situation de transport au niveau de l'agglomération. La deuxième difficulté ou de déséquilibre territorial, mais ça a été cité, je ne m'y attarderai pas, c'est sur la problématique Montargis-Chalette et les différentes problématiques interquartiers qui font que les liaisons entre quartiers sont compliquées et que les liaisons des périphéries entre elles sont compliquées. Le troisième enjeu sur lequel je voudrais insister est un enjeu de démocratie participative. C'est à la mode, mais c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Et je dirais, il y a deux niveaux à ce niveau-là qui me paraissent importants. Le premier niveau est un niveau de démocratie au niveau des élus. Et là, on peut, je crois que c'est une source d'espoir, enfin moi en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, constater que le niveau municipal est un niveau extrêmement pertinent et où il se passe des tas de choses dans le monde qui sont des sources d'alternatives. Je ne citerai que deux réseaux importants, le réseau européen des villes rebelles, qui depuis quelques années ont mis en œuvre un certain nombre de solutions alternatives, et j'en donnerai un exemple concret par rapport en tout cas au questionnement régie ou DSP. Il faut savoir que depuis 15 ans, dans le monde, 106 villes ont remunicipalisé l'eau. C'est un des sujets, c'est pas le transport, mais vous avez l'eau, vous avez des problèmes au niveau de l'énergie, des problèmes au niveau de la gestion des déchets, et donc, et pas que des villes de moindre importance, des villes comme Berlin, des villes comme Paris, qui se sont situées dans cette logique-là. Et aussi, je voudrais insister sur le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'y a pas autant de clivage politique qu'on veut bien le croire. Il y a des villes de tous horizons sur le plan politique qui sont engagées dans ce type de démarche. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il est tout à fait important. Enfin, en tout cas, nous, on essaie de favoriser une démarche qui ne soit pas une démarche idéologique ou dogmatique, mais qui soit plutôt une démarche factuelle à partir de méthodologies bien calculées. Deuxième niveau, enfin important au niveau de la démocratie participative, excusez-moi, est celui de l'engagement des citoyens. Là aussi, on a beaucoup de choses tout à fait intéressantes, et je crois que les résultats de votre enquête le montrent à ce niveau. Les citoyens ont envie de participer. Contrairement à une idée reçue sur le fait que les citoyens se désintéresseraient de la politique, ils se désintéressent peut-être du vote politique, parce qu'évidemment, les taux d'abstention que l'on constate dans les différentes élections est de plus en plus inquiétant, mais on a de multiples exemples d'engagement des citoyens dans des actions qui les touchent de près, où la question du territoire est importante, où la question de la ville est tout à fait importante. Et en tout cas, il me paraît tout à fait central de ne pas enfermer les citoyens, je dirais, dans l'opposition entre abstention et colère, qui ne peut engendrer que du manque de solutions et sûrement pas des choses positives. Le dernier enjeu que je voudrais citer, bon, c'est évidemment un choix, c'est pas exhaustif, j'ai pas la prétention d'être exhaustif,
est un enjeu de méthode à mettre en œuvre. J'essaie toujours d'expliquer que bien qu'on me traite souvent d'expert, je n'aime pas trop ce type d'expert, dans la mesure où la mode est à demander à sans arrêt aux experts ce qu'ils pensent de tout, et surtout les solutions qu'ils peuvent apporter. Et j'ai la faiblesse de penser que, en tout cas, mon rôle d'expert tel que je le conçois, n'est sûrement pas dans la fabrication des solutions à la place des gens, mais nous sommes capables d'apporter des éclairages dans deux domaines, et c'est déjà bien si on arrive à faire notre métier correctement. Le premier est dans celui de quelles sont les bonnes questions que l'on peut se poser, et le deuxième, quelles sont les méthodologies scientifiques, entre guillemets, ou techniques, qui permettent d'aider les intéressés à trouver les bonnes solutions à leur niveau. Je crois que si on se tient à ces deux domaines-là, déjà, je crois que c'est pas mal. Et donc, citer quelques éléments de méthode, sans rentrer dans le détail, mais je reste à votre disposition, évidemment, si vous le souhaitez, pour vous donner des précisions sur le sujet. Le premier élément, qui est tout à fait important par rapport à cette problématique de régie ou de DSP, est celui d'être capable, pour les collectivités territoriales, d'acquérir la compétence technique par rapport aux opérateurs. Je vais donner un exemple qui est flagrant, qui est celui des autoroutes, et où la Cour des comptes, je cite la Cour des comptes, c'est pas mon appréciation personnelle, bon, je ne crois pas que la Cour des comptes soit considérée comme des éléments d'agitateurs politiques ou révolutionnaires, et la Cour des comptes elle-même dit que l'État a perdu de sa force par rapport aux opérateurs privés autoroutiers qui permettent à ces opérateurs d'imposer un rapport de force où l'État est en position défavorable. Donc, je le donne juste comme exemple pour montrer que pour qu'il y ait une bonne coopération entre opérateurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, et les institutions, les collectivités territoriales ou l'État, il faut qu'il y ait de la compétence sur les domaines que l'on traite. Et donc en matière de transport, c'est pas des domaines qui s'inventent comme ça. Les présents ici, dont c'est le métier, qui me contrediront, et cette compétence ne s'invente pas, elle s'acquiert. Deuxième enjeu de méthodologie, c'est favoriser la transparence dans la prise de décision publique. Aujourd'hui, un des sujets, lorsqu'on interroge les citoyens, qui met les gens le plus en colère, est l'impression qu'ils ont que les décisions se prennent dans leur dos, qu'une fois qu'ils ont élu les gens, on leur a demandé d'élire des gens, mais qu'après, dire dormez tranquille, braves gens, et faites-nous confiance, on fait les choses, mais bon, on ne vous dit pas ce qu'on fait et on ne fait pas ce qu'on dit. Et ça, c'est un vrai problème tout à fait central. Le troisième élément, c'est que l'analyse des besoins, ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Céline parlait tout à l'heure, par exemple, de la question du comptage dans les bus ou dans les trains, d'ailleurs, quel que soit le mode. C'est une méthodologie très largement insuffisante aujourd'hui pour avoir un moyen de savoir ce qu'il faut réadapter en matière de transport, de desserte. Et il y a besoin de faire un travail beaucoup plus approfondi qui, en particulier, fasse les liens entre les habitants, d'un côté, les lieux de déplacement fréquents et les accès aux points de desserte modale, que ce soit les gares ou les arrêts de bus ou de taxis, etc., etc. Ensuite, il y a aussi également un enjeu de partage des coûts. Lorsqu'on parle coûts, on a un peu tendance à opposer, d'une part, citoyens, d'autre part, usagers, et enfin, entrepreneurs. Je crois que les citoyens sont des usagers, les usagers sont des citoyens, et ils sont le plus souvent aussi entrepreneurs, même s'ils ne sont pas forcément chefs d'entreprise, mais ils travaillent, et donc ce sont de fausses oppositions qui peuvent se trancher à partir de choix politiques, effectivement, mais aussi à partir d'une politique de transparence plus importante que celle que nous avons dans ce pays. Et le dernier élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est là aussi sur un défaut, je trouve, en tout cas un gros problème que nous avons en matière de transport en France, de manière plus générale, qui est une grosse difficulté à articuler les modes de transport entre eux. Je veux dire, les problématiques d'intermodalité, elles sont absolument centrales, et il ne doit pas y avoir de concurrence entre les différents modes de transport, de la même manière qu'il ne doit pas y avoir de concurrence entre les différentes autorités de transport. Aujourd'hui, on a des choses qui sont encore éclatées entre les conseils départementaux, les régions, l'État, les municipalités, les agglomérations,
Je crois que de la même manière qu'il y a des concurrences entre ces différentes autorités de transport, il y a des concurrences entre les différents modes, et il faut, je crois, arrêter ça, ou en tout cas essayer de changer ça. Je vous remercie, et je reste à votre disposition, bien évidemment.